Bien, chers amis, nous allons démarrer. Bienvenue, bienvenue, cher Cyril. Je suis ravi de te recevoir, ainsi qu'Éric, pour ce nouveau webinaire, cette nouvelle conférence. Bonsoir à tous. Voilà. Merci pour cette invitation. Voilà, c'est un grand plaisir, d'abord parce qu'on se connaît depuis très longtemps, et puis parce que j'ai eu l'occasion d'apprécier ton travail de très près. Voilà, je vais te présenter, avant de présenter un petit peu l'actualité de The Dental. Donc, ce soir, on t'accueille pour une conférence extraction, implantation et mise en esthétique immédiate, ce qui est une technique d'expert sur laquelle tu vas pouvoir développer. Donc, Cyril, en fait, moi, je sais que tu es un visionnaire et que tu as, depuis très longtemps, maintenant, plus d'une quinzaine d'années, introduit la dentisterie numérique au sein de ton cabinet. Tu as été formateur CRF. Tu es également ancien attaché des hôpitaux de Paris. Tu es certifié de l'Université de New York en parodontologie et implantologie et tu es auteur de plusieurs publications et ouvrages. Et on veut te rencontrer, ta pratique est à Paris, pas très loin de là où nous sommes ce soir. Et donc, voilà, tu vas nous présenter cette technique que tu utilises très fréquemment et qui, effectivement, rend énormément de service aux patients qui n'ont pas envie de partir avec une prothèse amovible. Cher Guillaume, qui est en coulisses, avant de commencer cette conférence, on va parler un petit peu de l'actualité de The Dental. Image suivante. Voilà, donc notre prochaine conférence webinaire elle aura lieu le 28 octobre à 19h sur le même format que ce soir. On aura le plaisir d'accueillir Victoria San Salvador sur un sujet d'endodontie qui sera maîtriser les fondamentaux du succès. Ce webinaire sera aussi une première concernant une masterclass que Victoria aura la gentillesse de présenter sur le site The Dental en présentiel. Donc, c'est une masterclass qui se déroulera dans nos locaux à partir de 2025 sur une thématique identique et qui mélangera à la fois la théorie et les travaux pratiques. Donc, ce webinaire sera un webinaire d'introduction à cette masterclass. Image suivante. Nos prochains TP, on a une semaine très chargée à The Dental. On a un TP le 16 octobre, donc mercredi, dans 2 jours. On a également ce TP qui se renouvelle parce qu'il a beaucoup de succès le 11 décembre. En implantologie, on a un TP d'initiation à l'implantologie chirurgicale et prothétique avec César Emmanuel. Une de mes facettes, j'ai oublié de vous dire que c'était 2 formateurs de grands talents qui sont Elisabeth Sarfati et Philippe Gâteau. On a donc ce TP le 17 octobre et qui se réplique le 10 décembre avec César Emmanuel. Le webinaire de ce soir, en fait, sous-tend un TP qu'organise Cyril, et c'est aussi un petit apéritif que vous allez avoir ce soir, parce que Cyril va vous recevoir pour un TP d'implantologie et CFAO avancé, où il décrira cette fois-ci en pratique, le 19 novembre, dans nos locaux, ce dont il va vous parler ce soir. Et on aura la chance d'être soutenu par Bego, d'être soutenu par Henri Schein et d'être soutenu par NSK lors de ce TP. Le 4 novembre, Laurent Guillot, formateur de talent, sera aussi dans nos locaux pour un TP de restauration directe et adhésive. Nous aurons David Bensoussan le 12 novembre pour un TP d'intégration à la pratique quotidienne en endodontie. Et nous aurons le 13 novembre Chloé Barban pour la pratique quotidienne en parodontologie. Vous voyez que le programme de présentiel de The Dental est très important et sera encore plus important l'année prochaine. On aura l'occasion de vous présenter les nouvelles formations. Ce qui est intéressant aussi à dire, c'est que ces formations présentielles sont aussi disponibles avec un prérequis, si vous le souhaitez, en package, dans lequel il y a le e-learning associé, puisque The Dental, à l'origine, c'est le pionnier du e-learning, et on a bien compris, parce qu'on est des scientifiques, que le e-learning n'était pas suffisant et qu'il fallait évidemment appuyer tout cela avec de la pratique. Image suivante.
Guillaume, merci. Voilà, donc un petit aperçu des nouvelles formations 2024-2025. On a un expert praticien de grand talent milanais, Grégory Brambilla, qui d'ailleurs a fait un webinaire il y a quelques semaines avec nous, très brillant et qui est ancien chef de service à l'Université de Milan et qui nous propose 2 masterclass de 2 jours chacune, une dans les qui traite de la dentisterie adhésive directe, la stratification des composites et comment faire en sorte que ces composites soient parfaitement invisibles. Et également une deuxième masterclass de 2 jours aussi en présentiel sur les techniques de préparation des facettes et non seulement de préparation très traditionnelle, mais aussi quelles sont les indications des no-prep ou mini-prep. Voilà. On a cette masterclass dont je viens de vous parler de Victoria San Salvador d'une journée et demie. Et puis également, on propose en partenariat avec l'Université de Paris-Cité 2 certificats, l'un d'anatomie numérique, c'est comment visiter l'anatomie à travers la réalité virtuelle et avec un casque Oculus, et également un certificat de DU et un DU d'impression additive, l'impression additive étant un des nouvelles techniques qui viendra compléter l'usinage. Image suivante. Voilà, et on ouvre ces jours-ci, vous recevrez une communication, un espace de micro-learning et replay de conférences qui va représenter une petite centaine d'heures, donc beaucoup de contenu qui représente en tout cas le micro-learning. Vous savez que ce sont des petits modules d'apprentissage qui sont un peu du TikTok learning, qui nous permettent, voilà, un peu de temps d'être intéressé, d'aller après vers des formations un peu plus académiques. Et les replays conférences, ce sont à la fois les conférences très actuelles et puis des conférences d'articles de The Dental qui sont toujours d'actualité. On en a sélectionné quelques-unes. Vous savez qu'on en a réalisé plus d'une centaine. On a été les pionniers de ces conférences. On en a réalisé plus d'une centaine. Dans ces 100 conférences, certaines sont encore tout à fait d'actualité. On les a sélectionnées. Et vous aurez un espace qui sera très très riche, très intéressant. Et voilà, on va l'ouvrir dans les jours qui viennent. Ça représentera une petite centaine d'heures de contenu qui seront mis à disposition dans des conditions extrêmement favorables. Image suivante, ben voilà, on arrive à la fin et au début de cette conférence, Cyril, encore une fois, bienvenue. Merci en tout cas de nous présenter cette technique qui est une technique d'expert, il faut bien l'utiliser, et on te laisse dérouler cette conférence. Et je tiens à dire on a un chat qui est ouvert pour que les commentaires ou questions puissent arriver. On ne va pas t'interrompre toutes les 5 minutes, mais en tout cas, si on a des questions qui arrivent, on te le dira, et à ce moment-là, peut-être qu'on fera un petit break au milieu de ta conférence. Je te laisse. Voilà. Merci Jean-Paul, bravo pour toute cette actualité qui est fournie chez The Dental, c'est assez impressionnant. Merci de m'avoir invité. Donc l'objet de cette présentation, c'est la mise en esthétique immédiate avec une technologie 4CAM. 4CAM ou CFAO en français, de conception et fabrication assistée par ordinateur, lors d'une extraction-implantation dans le secteur antérieur. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à avoir à votre cabinet une technologie 4CAM comme un CEREC ou une suite logicielle avec une caméra de prise d'empreinte. Si vous pouvez nous le dire dans le chat, ça peut être sympa. Voilà l'idée, on démarre. Donc en fait, il y a deux. C'est la présentation que je vais vous faire, elle est basée sur 2 techniques. La première, c'est la chirurgie implantaire, et la deuxième chose, c'est la conception et fabrication d'une couronne implantée et portée directement au cabinet. Et puis on va voir dans quel cas, quel protocole utiliser, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire exactement.
quand une patiente ou un patient arrive avec ce type de pathologie, c'est toujours un stress et c'est un vrai traumatisme pour eux. Dans ce cas présent, si on prend un cone beam, on voit qu'il y a une fracture de la racine, de la 21, qui est située à peu près au tiers médian de la partie vestibulaire de la racine. Et là, dans un cas comme ça, on n'a pas le choix, il va falloir extraire et on va pouvoir lui proposer une solution immédiate de remplacement. Les différents protocoles d'implantation après une extraction, jusque le début des années 2000, on disait qu'il fallait extraire, attendre et puis ensuite poser un implant plus tard, après un délai de cicatrisation d'environ 6 mois. Aujourd'hui, on va voir que les protocoles ont changé. Donc, l'implantation tardive, c'est vraiment quand on ne peut pas faire autrement. L'implantation différée ou précoce, c'est un petit peu la même chose. Et aujourd'hui, le gold standard, quand on peut le faire, c'est vraiment l'implantation immédiate. L'implantation tardive, pourquoi est-ce qu'elle pose un problème? C'est qu'en fait, on a une perte de volume osseux. Il y a une étude de Tan qui est sortie en 2012 qui identifie une perte de volume horizontal au bout de 6 mois d'environ 4 mm. Donc, c'est assez énorme dans le secteur antérieur. Et avec une perte verticale vestibulaire de plus d'1 millimètre, 1,5 mm à peu près. C'est ce qu'on va essayer d'éviter. En plus, il y a une prothèse temporaire qui va être un peu iatrogène, qui va abîmer les autres dents et qui ne va pas être très confortable et un peu traumatisante pour certains patients. Perte de volume osseux, ça veut dire aussi perte de tissu mou et on sait que c'est compliqué de régénérer ça dans le secteur antérieur. Du coup, on a une perte de volume osseux, perte de tissu mou, c'est un préjudice esthétique pour le patient. Chaque fois qu'on peut éviter, on va faire une implantation immédiate. Les avantages, c'est déjà une seule intervention pour le patient, donc c'est moins traumatisant. On a une diminution de la durée entre l'extraction et la prothèse d'usage. Et aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie en 2009 qui était d'Avanzo et qui montre un taux de succès avec un recul de 5 ans de plus de 93%. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne. On a un maintien du volume osseux périimplantaire. Et si on maintient le volume osseux, a priori, on a toutes les chances de maintenir les tissus mous, les crêtes marginales et les papilles. Et diminution du patient, évidemment, du traumatisme pour le patient. Quand est-ce qu'on peut faire une implantation immédiate dans le secteur antérieur? Il y a une étude de 2007 qui est une classification simplifiée qui nous aide vachement, qui est la classification d'Elian, Shaw et Froome. Le type 1, c'est une table vestibulaire préservée avec les tissus mous. Et là, avec une alvéole qui est intacte, et là, l'implantation immédiate, c'est vraiment le gold standard et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Type 2, on peut faire aussi une extraction-implantation immédiate. C'est une perte de la table vestibulaire, mais sans perte de tissu mou. Alors, on aura besoin probablement de faire un petit greffon, mais c'est quelque chose qui est très envisageable. Et le cas de type 3, c'est-à-dire quand on a une perte osseuse et une perte gingivale vestibulaire, c'est plus compliqué et en général, il vaut mieux passer une implantation différée. La mise en esthétique immédiate implantoportée, c'est ça qui va être un petit peu le challenge dans notre exercice. Il va y avoir des conditions de mise en œuvre. En fait, lors de la planification, on va avoir un choix d'implant qui va être un peu déterminant, notamment le diamètre, la longueur et le design. Le diamètre parce que on va avoir besoin d'avoir une distance entre l'implant et la corticale vestibulaire de 2 mm minimum pour avoir une bonne cicatrisation osseuse, avoir une bonne vascularisation de cette os cicatricielle. On va chercher un ancrage primaire, parce que si on n'a pas de stabilité primaire,
lors de l'implantation, on ne pourra pas faire de mise en esthétique immédiate. Donc, on va aller chercher un implant qui va être un petit peu plus long que l'alvéole de la dent qu'on va avoir besoin d'extraire pour pouvoir avoir un ancrage au niveau de l'apex de l'implant. Et du coup, le design de l'implant, l'agressivité des spires peut être quelque chose d'intéressant pour favoriser cette stabilité primaire. La troisième chose, c'est la position de la connectique prothétique. Il va falloir pour pouvoir avoir une prothèse provisoire satisfaisante, il va falloir que la connexion se fasse au niveau du palatin, au niveau du cingulum de la dent. Ça, c'est quand même l'idéal. Dernière petite chose auquel il faut faire attention, c'est effectivement le biotype du parodonte. Si on a un parodonte qui est trop fin, il va falloir envisager une greffe de tissu conjonctif pour renforcer ce parodonte. On a, voilà, là vous avez une photo de l'implant tel qu'il vient d'être posé. On était en un cas de type 2, donc on a mis une petite membrane, un greffon. Le greffon ici est à plus de 2 mm de la table vestibulaire et de la reconstruction vestibulaire, et on va pouvoir gagner une situation favorable pour la mise en esthétique et la stabilité de l'implant plus tard. On voit parfaitement effectivement la position palatine de ton implant. Donc ça doit être effectivement sur le plan technique comment dirais-je, un des critères et peut-être une difficulté opératoire, en tout cas pour pouvoir le positionner de façon répétitive, constante. Oui, c'est vrai que ça demande. Alors, soit ça demande une habitude, soit ça on pourra le voir. On le verra aussi dans le TP qu'on fera. C'est un peu plus facile d'avoir un guide. Alors, ça vaut le coup d'avoir un guide implantaire pour pouvoir au moins faire le forage principal initial et qui va permettre d'avoir cette position palatine de l'implant. Ouais, c'est quelque chose d'important, effectivement. Il y a une question que m'a soufflé Eric, mais qui va te poser lui-même, parce que je sais qu'Eric est orthodontiste et que a tendance à la fois à bouger les dents et il bouge l'os. Donc, c'est une des questions. Voilà, bon, Cyril, c'est pas une question, c'est juste une remarque, parce que j'ai ce cas clinique, j'ai exactement le même cas clinique qui m'est arrivé il y a quelques années au cabinet. D'accord. Et avant les étapes implantaires, on a réalisé une égression orthodontique de la dent qui était perdue. La dent et la racine étaient perdues. Il y a eu un tenon qui a été mis en place avec une couronne provisoire. Je te décris le cas tel qu'il s'est présenté. Évidemment, c'est jamais exactement les mêmes cas. Et il y avait un tenon qui a été mis en place. Moi, c'est une technique intéressante, ça. Voilà. J'ai fait l'égression orthodontique pour gagner du volume osseux avant l'intervention chirurgicale. Évidemment, dès qu'on a une notion d'orthodontie, c'est plus immédiat, c'est différé. Donc, effectivement, c'est plus le cadre de ta conférence. Et donc, je voudrais surtout pas t'interrompre. Mais dans l'apport du capital osseux, je dis toujours aux amis confrères, je leur dis toujours, réfléchissez avant d'extraire. On peut gagner un peu d'os avec des techniques d'égression ou d'égression orthodontique, ce qu'on appelle les égressions forcées ou les éruptions forcées. Pas trop forcées d'ailleurs, il faut aller doucement. Ouais. Et ça permet de gagner un petit peu. Et voilà. En fait, ça veut gagner un peu d'os. C'est une technique qui est très, très intéressante. Ça. Quand effectivement on a une perte notamment de la table vestibulaire, aller graisser la dent pour tracter l'os en même temps, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je te montrerai le cas si ça t'intéresse, si tu veux le mettre en parallèle. Ouais, avec plaisir. Ça tu auras les deux options. Mais c'était un truc, voilà. En fait, c'est intéressant parce que ça peut transformer une contre-indication en une indication. Parce que si effectivement on arrive à tracter un tant soit peu la table vestibulaire, on peut effectivement se permettre à ce moment-là de faire une extraction implantation et mise en esthétique immédiate. Alors exactement, c'est une technique qui peut nous amener du type 3 au type 2, par exemple, ou du type 2 au type 1. Alors, j'ai beaucoup aimé ton étude de Tan, parce que j'aime bien la perte osseuse dans le sens horizontal et vertical. Et quand tu fais l'égression, tu as un gain osseux horizontal
et aussi verticale. C'est-à-dire que tu as l'épaisseur et tu as la hauteur. Et puis, tu peux aussi faire un autre élément avec lequel tu peux jouer, c'est l'orientation de la racine lors de l'égression. Tu peux modifier Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai vu comment tu mettais le plan. C'est très, très bien. Tout le monde, enfin, les praticiens les plus informés le mettent tous un peu plus en palatin, justement pour préserver cette amusseuse. Et donc, tu peux changer pour préparer à la future chirurgie l'orientation de ta racine, mettre ce qu'on appelle du torque, c'est-à-dire l'apex plus en palatin, et de façon à préparer la future position de ton implant et l'alvéole osseuse plus palatine. Voilà. Ça, c'est 6 à 9 mois. Juste, Eric, combien de temps, à ton avis, il faut de traitement pour… les études donnent 0,8 mm par mois. Après, il y a un contexte infectieux à prendre en compte, parce que, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de phénomènes infectieux évolutifs lors de la fracture de la racine, il faut l'évoquer. Et c'est une des contre-indications. Ou alors, il faut être très chargé en médicaments. Et tu peux, lors de l'intervention, gagner… L'égression est plus rapide en général que l'agression, bien évidemment. Et 0,8 mm par mois, c'est une moyenne. Ça dépend du type osseux que tu as aussi, si tu as affaire à un carbocalcique, au rythme du type facial. Et ce qu'il faut, c'est que garder un petit peu de temps de cicatrisation à la fin, c'est-à-dire que tu fais ton égression, ça peut aller très vite, mais je recommande d'attendre un tout petit peu de stabiliser ton os avant l'extraction, 2-3 mois de cicatrisation. Donc ça, je parle de 6 à 9 mois. Tous les patients ne sont pas volontaires de ce genre d'option. C'est évidemment, il faut le présenter, voilà. Mais toi qui es un praticien expérimenté et aguerri, ça peut rajouter c'est vraiment intéressant. Je suis supplémentaire à ton marque. Voilà. Merci. Merci, je ne suis pas t'interrompre. J'ai été trop long, mais je ne vais pas t'interrompre. C'est désagréable. Désolé. J'avais coupé le micro à Jean-Paul, mais bon, voilà. Coupe le micro, c'est bon là maintenant, ça suffit. C'est direct. C'est fait. Donc, on a regardé les conditions pour faire une extraction-implantation. Maintenant, on va passer à la conception prothétique. Donc, la partie prothétique pour pouvoir faire une mise en esthétique immédiate lorsqu'on est équipé au cabinet d'une suite numérique 4CAM. Juste pour rappel, le premier système 4CAM qui soit, alors, chairside, ça veut dire commercialisé pour le cabinet, qui a été commercialisé, c'était en 87, mais il était vraiment, c'était balbutiant. Moi, j'ai connu le numéro 2, le série 2, qui était déjà, il fallait déjà pas mal se gratter la tête pour pouvoir arriver à sortir un élément, mais on y arrivait. Le deuxième élément qui était important pour cette présentation, c'est en 2012, la commercialisation des T-Base. Et c'est ça qui a permis c'était le chaînon manquant pour relier la chirurgie implantaire et la conception numérique au cabinet. Ils ont sorti en 2012 ces T-Base qui sont dédiés chacun pour chaque implant et qui permettent d'avoir, c'est un pilier prothétique qui est reconnu par les logiciels de conception et qui permettent de solidariser les premiers blocs percés qu'ils ont commercialisés en même temps et qui nous permettent d'usiner ces blocs. Vous allez le voir et le comprendre plus facilement après, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude du système 4CAM. Mais les blocs sont usinés et permettent de fabriquer une prothèse et on les solidarise à ce pilier et ensuite on a une prothèse translissée sur l'implant. Qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour le cabinet? En fait, c'est une suite numérique. Il y a un scanner intraoral de prise d'empreinte numérique. Alors, le traditionnel, enfin, en tout cas, le pionnier, c'est CEREC, qui avait le brevet. En fait, c'était Sirona qui avait sorti le CEREC. Et depuis que les brevets sont tombés dans le domaine public, il y a beaucoup maintenant. Il y a une offre qui est assez pléthorique et qui change tous les jours et qui est intéressante parce qu'en fait, il y a une concurrence acharnée. Là, vous avez la Trios de 3 Shep. Aujourd'hui,
Dentsply a sorti la PrimeScan 2. Il y a aussi la Medit, PlanMéca en a sorti une, Carestream, il y en a beaucoup en fait sur le marché. Tout dépend si vous voulez un système qui est ouvert ou un système qui est fermé. On pourra en reparler un peu plus tard tout à l'heure. Et une fois qu'on a pris cette empreinte numérique, on transfère l'empreinte dans un logiciel de conception de prothèse qui est capable de la lire. Et puis, on peut fabriquer, en virtuel, la prothèse idéale et ensuite l'usiner dans une usineuse pour qu'il vienne tailler le bloc, justement, le bloc percé que je vous ai montré tout à l'heure. Aujourd'hui, il commence à y avoir des imprimantes 3D qui permettent de faire à peu près la même chose. L'avantage de la mise en esthétique immédiate, c'est premier avantage que je vois, et qui est vraiment intéressant, c'est la possibilité de copier la dent qui est extraite. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va faire au cabinet, si le patient arrive avec une dent qui est intacte, en tout premier, avant la chirurgie, on prend l'empreinte de l'arcade avec la dent en place. Ensuite, on fait l'extraction et on prend la deuxième empreinte qui va être une empreinte du contour marginal de la gencive. Et ça va nous permettre de modéliser le profil d'émergence et de mieux gérer l'espace biologique pour avoir un respect des tissus mous. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais vous allez pouvoir voir aussi dans la vidéo tout à l'heure. Cette gestion des tissus mous est vraiment essentielle en tout cas dans le secteur esthétique. Le troisième élément qui est intéressant, c'est la biocompatibilité, entre guillemets, biocompatibilité des matériaux. À la fois donc le T-base et titane et les matériaux, plusieurs matériaux sont utilisés, mais nous on utilise beaucoup le disilicate de lithium parce que il y a plusieurs études qui ont montré que le disilicate de lithium a le potentiel de provoquer l'adhésion des cellules du tissu conjonctif à la surface du pilier. Donc cette propriété, elle est vraiment intéressante, elle est beaucoup plus intéressante qu'une dent provisoire traditionnelle qu'on fait en résine. Et d'ailleurs, on voit, quand on enlève au bout de 3 mois la provisoire, on voit ces petits saignements qui sont le signe en fait de la tâche du tissu conjonctif. Est-ce qu'il y a un design particulier? Est-ce qu'il y a un design particulier à respecter de l'intrado, justement? Est-ce qu'il y a comment dirais-je? Oui, il y a l'ovalisation, justement. En fait, il faut respecter l'espace biologique. Et en fait, cette invagination qu'on va pouvoir dessiner avec les logiciels va favoriser complètement le maintien des tissus mous. C'est vachement bien ça. Ouais. C'est vachement intéressant. Donc, ça, c'est un des grands avantages de la mise en esthétique immédiate. C'est en fait, la gencive va venir se cicatriser de la meilleure façon sur un intrado, ou on va dire sur la partie invaginée de la couronne provisoire, de telle sorte à ce que lors de la réalisation de la prothèse définitive, on ait exactement la ligne gingivale au même niveau que la ligne gingivale de la collatérale. Exactement. C'est exactement ça. L'autre intérêt, c'est qu'il y a, tu vois, en fait, quand on fait une mise en esthétique immédiate de manière traditionnelle, on va la faire en général en résine et on va la sceller sur un pilier. Et on sait qu'en fait, c'est très difficile de gérer les excès de scellement, et les excès de scellement sont délétères pour la gencive. Donc ça, en transvissé, on est vraiment intéressant. La dernière chose, dernier avantage que je trouve vraiment intéressante aussi, c'est la fermeture du site d'intervention. C'est-à-dire que comme on a pu modéliser le contour gingival de la partie chirurgicale, on va la prothèse provisoire va venir vraiment sertir complètement cette zone-là. Dans 90% des cas, même peut-être parfois plus, j'utilise pas de fil de suture.
toute la zone d'intervention, elle est protégée par cette prothèse transvissée. Ici, alors, vous voyez, ici, en fait, j'aime beaucoup utiliser du PRF et très souvent, j'utilise une dernière membrane de PRF pour faire un joint entre la prothèse et pour ça, c'est des petits trucs. Hein, voilà. C'est des petits trucs fondamentaux. Ouais, c'est les petits trucs d'expérience qui sont intéressants. C'est ce que tu expliqueras en détail lors de ton TP, en fait. Comment? C'est ce que tu expliqueras en détail lors du TP. Ouais, exactement. Ben, je vais vous montrer un cas clinique. Donc, une petite vidéo qui dure 2 minutes 30. C'est le cas de Tiffany qui a 26 ans. Quand elle vient me voir, elle a eu une chute de vélo quand elle était adolescente avec fracture des incisives centrales. On lui a refait des composites, une nécrose 11-21, traitement endodontique avec des reprises de lésions, résection apicale sur 21, nouvelle prothèse et de nouveau, on se retrouve avec des lésions avec une fistule. Et c'est à ce moment-là que je la vois et elle me dit j'en peux plus, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? On discute pas mal. Et au final, on tombe sur d'accord pour faire cette technologie, cette technique, donc extraction de 11 et 21 et mise en esthétique immédiate. Je vous lance la vidéo. Très beau cas, Cyril. Merci. Très belle indication, très beau cas. En plus, elle a une légère béance supérieure, une petite pulsion linguale, donc un recouvrement esthétique très favorable pour l'occlusion antérieure, enfin pour tes implants, mais pour la phase de cicatrisation, c'est très bien. Tu as pu la mettre en sous-occlusion bon. au départ. Alors oui,
Exactement. En fait, ce qui est important pendant les 3 mois qui suivent l'extraction implantation, c'est d'avoir des dents qui sont non fonctionnelles. Donc, je leur dis toujours, en fait, je peux copier vos dents. Par contre, je les raccourcis de manière à ce que vous n'ayez jamais de sollicitation de l'implant pendant les 3 mois qui viennent. Oui, c'est évidemment, ça fait partie des éléments fondamentaux, ce qui permet effectivement de sous-dimensionner, de mettre en sous-occlusion et évidemment de donner tous les conseils et j'imagine un consentement éclairé parce qu'il y a parce qu'il y a une courbe d'apprentissage et là on est dans l'expertise et donc arriver à cette maîtrise nécessite évidemment comment dirais-je de passer par des cas beaucoup plus simples. Donc, même si toi, tu as l'habitude, ce qui est important, c'est de donner à nos participants voilà, les précautions, parce qu'un expert, comment dirais-je, sera très, très tatillon au cas où on est, à un moment donné, pour une raison X ou Y, comment dirais-je, un implant qui voilà, ne soit pas intégré, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un certain nombre de précautions à prendre, en dehors du fait qu'il faut monter en expertise, monter en compétence pour pouvoir effectivement arriver à ce que tu viens de faire. Est-ce que tu pourrais énumérer les essentiels, les précautions essentielles, qu'elles soient d'ordre responsabilité, on va dire professionnelle, et puis pas seulement technique, si j'ose dire, mais disons la façon dont tu abordes ce cas en expliquant qu'effectivement, même si l'extraction et l'implantation immédiate font partie des techniques aujourd'hui qui sont, comment dirais-je, qui font partie des bonnes pratiques, même si ça fait partie des bonnes pratiques, ça nécessite quand même un certain encadrement et une certaine forme, une information du patient pour que tout se déroule de la meilleure façon au cas où il y a un gag. Alors, oui, bien sûr, on est dans un cadre juridique où il faut, il y a le consentement éclairé du patient, on lui explique tout, on lui donne. Ce qui est très important, c'est d'avoir toutes les alternatives, c'est-à-dire qu'on ne se lance pas dans un traitement effectivement comme ça, sans lui avoir donné d'autres alternatives qui sont des alternatives de bridge, des alternatives de prothèse, alors bridge collé, bridge no, trucs comme ça. Mais globalement, sur la réalisation, alors ce cas-là, c'est pas le premier cas sur lequel il faut se lancer, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, avec les guides implantaires, et moi je favorise, d'ailleurs OTP, on a pas mal parlé avec Alexis pour Bego, qui sont des super implants. Je lui ai demandé de fabriquer des guides juste pour le forêt initial, qui nous permet d'avoir justement le bon axe initial de forage pour pouvoir poser un implant selon la planification. C'est ça. Ça, on a des outils maintenant qui nous permettent entre la planification Cone-Beam, où on a quand même peu de chances d'avoir de grosses surprises. On peut avoir des surprises, bien sûr, mais on connaît le volume, on connaît les distances avec les dents adjacentes, on connaît l'épaisseur de l'os, on connaît est-ce qu'il y a une table vestibulaire ou pas. On peut toujours avoir des surprises en chirurgie, toujours. Mais on limite quand même un certain nombre de paramètres désagréables. Et entre le Cone-Beam, éventuellement un guide implantaire, et puis maintenant cette technologie 4CAM, on ne se lance pas tout de suite, bien sûr, mais on peut vite avoir une courbe d'apprentissage qui permet de le faire. D'accord. Le guide chirurgical qu'on aura au TP sera effectivement une bonne façon, en tout cas, de faire en sorte que le forage soit évidemment idéal. Et est-ce que tu fais une intervention, toi, de ce type sans guide? Ou est-ce que systématiquement tu as un guide ou ton expérience, ta seule expérience de positionnement te permet de le faire sans guide? Alors, j'utilise des.
En gros, sur des cas comme ça, j'utilise un guide une fois sur 4 à peu près. Voilà, mon expérience me permet de ne pas trop utiliser de guide, surtout que on ne fait pas toujours confiance. C'est toujours un problème, en fait, le guide, on a discuté pas mal avec toi, je crois qu'on a discuté aussi, on a discuté avec Alexis. Il ne faut pas considérer le guide comme la panacée et surtout se remettre… on a vu des catastrophes avec des guides qui étaient mal placés, par exemple. Alors, pas forcément… qui peuvent être mal réalisés ou alors qui sont mal placés tout simplement parce qu'on n'arrive pas à bien les enclencher si c'est un guide avec un support dentaire ou le pire c'est quand c'est des guides sans support dentaire. Là, il y a des catastrophes. Donc, moi, je recommande un guide du Forêt Pilote, ce qui nous permet de se rendre compte, enfin le clinicien peut se rendre compte si l'axe est bon ou pas, et en tout cas, ça facilite la position de l'implant définitif. Ok. Est-ce que certains des internautes ont des questions? Ne soyez pas timide parce que j'ai pas mal de connectés. Est-ce que vous avez des questions à Cyril? Profitez-en. En tout cas, vous aurez la possibilité, si vous êtes déjà inscrit à ce TP du 19 novembre, de lui en poser directement et de pratiquer cette technique. Mais en tout cas, n'hésitez pas, profitez-en, posez des questions si vous en avez. Alors, j'en profite juste pour l'histoire de la temporisation avec l'infraclusion au niveau des implants qui ont été mis en place. Ça, c'est un point sur lequel tu insistes beaucoup. Si jamais tu étais dans une configuration d'occlusion, par exemple, avec une légère supraclusée antérieure, tu aurais fait des dents très courtes, 11 et 21? Le principe, c'est que ça touche… Un jour, je me suis fait piéger. Je n'avais pas vu une occlusion en propulsion. J'ai perdu l'implant. C'est ça. Donc là, c'est ceinture et bretelles. Je ne veux pas de… Je regarde vraiment être sûr qu'il n'y a aucune interaction avec les dents antagonistes pour tous les mouvements. Tu as des tests en latérodéviation antérieure, postérieure, côté, droite, partout. Ouais. D'accord. Parce que là, c'est l'indication idéale. Hein, cette patiente était très gentille, elle était en classe 1, et occlusion magnifique. Oui. Et les incisives étaient légèrement en infraclusion, les incisives du bas, elles étaient bien alignées, légèrement en infraclusion. Là, c'était vraiment un cas magnifique pour une très belle indication. Mais quel que soit le cas, de toute manière, la règle numéro 1, c'est pas d'interaction avec les antagonistes pendant la cicatrisation de 3 mois. Quel que soit le cas. Deux internautes ne nous ont pas encore répondu. Est-ce que toi, ceux qui étaient familiarisés avec le 4K, la technologie 4K, est-ce que vous avez la gentillesse de nous dire oui, non? Comme ça, on pourra effectivement mesurer un petit peu la façon avec laquelle vous pratiquez la dentisterie aujourd'hui. Soit tu as ton scanner intraoral et la fabrication 3D au fauteuil, systématiquement, tous les cas aujourd'hui. Ouais. Tout est… alors, tu veux savoir qu'est-ce que j'utilise au cabinet? Oui, s'il te plaît. Ouais. Nous, aujourd'hui, on a une Trios 5, la nouvelle Trios de 3 shapes. On exporte les empreintes en STL, on les récupère sur le logiciel InLab de Dentsply. Et ça, c'est ton workflow classique. Comment? Ça, c'est ton workflow classique. Oui, exactement. Tes fichiers STL, donc tu enregistré en STL, c'est exporté en STL, où le système est ouvert, donc tu n'as pas de problème pour les transférer à toi-même ou à un laboratoire, si par exemple tu travailles avec un laboratoire extérieur, qui est lui-même accrédité avec la même combinaison que ce que tu utilises toi.
Trios ne pose aucun problème à ce niveau-là en termes de compatibilité, parce qu'il y a eu un certain moment, il y avait des sujets par rapport à ça. Donc, le labo lui-même peut gérer ses fichiers Excel quand il les reçoit, ou toi-même en interne, et tu programmes directement la conception 3D. Exactement. Extrêmement pratique. Le temps de fabrication, c'est pas. Ouais, c'est pour ça qu'en fait j'ai choisi la Trios, parce qu'à un moment j'avais quand on a décidé de changer de caméra, on avait hésité à rester. Moi, j'utilisais le Serec depuis très longtemps, j'en ai eu plusieurs, mais je voulais arriver sur un système plus ouvert. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi la PrimeScan, la Trios plutôt que la PrimeScan. C'est ça. Tu veux un système ouvert, friendly user, on va dire, pour toute la chaîne. Exactement. Oui, on est d'accord. User friendly, c'est OK. Bien. Écoute, Cyril, est-ce que tu as un message, un ultime message à faire passer à nos internautes et des recommandations, des conseils, et évidemment, pour en savoir plus, Guillaume a sur le chat envoyé le lien d'inscription au TP. On sera ravis de les recevoir au 19. Donc, est-ce que tu as un message particulier à faire passer? En tout cas, si quelqu'un a des questions qu'il ne voulait pas me poser là ou qui lui reviennent en mémoire un peu plus tard, ils peuvent m'envoyer un mail sans problème. Soit vous devez avoir le mail, il y a le mail qui est, je crois, sur le petit carton. Vous envoyez un mail, je répondrai avec plaisir à toutes les questions. Et welcome dans cette technologie. Tu as combien d'années de recul, toi, sur cette techno aujourd'hui? J'ai commencé le Serec en 2005 et j'ai commencé l'implantologie, tu vois, la prothèse sur implantologie en 2012, quand les Tibas sont sortis. Et l'extraction, implantation et la mise en esthétique avec le Serec, ça fait 7 ans, je pense, maintenant. 7 ans, donc tu as des reculs qui te conviennent, parce que 7 ans, tu commences à avoir une maturité sur ce sujet. Tu vois les patients. Ouais. Ouais, le recul est vraiment, ça bouge pas, quoi. En fait, après, ça dépend. C'est très patient dépendant, parce qu'effectivement, il faut mais un patient qui a une bonne hygiène, si la prothèse est bien faite, il y a 0 perte actuellement. C'était justement ma question d'après. Quelle est ta principale contre-indication? Quel est le cas, quels sont les, s'il y a une hiérarchie, en tout cas s'il y a une plus importante que les autres, quels sont les cas que tu ne traiterais jamais comme ça? J'ai les cas de type 3 dans la classification d'Eliane. Je me suis lancé avec sur un ou deux patients, ça a été très compliqué. Donc, c'est plusieurs greffes. Au final, on y arrive, mais en fait, la classification d'Eliane, elle est vraiment indispensable à avoir dans notre tête. Type 1, c'est sans problème. Type 2, on peut gérer. Type 3, c'est très compliqué. Et donc, la question corollaire, quel est le cas idéal pour commencer ce genre d'approche? Type 1, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, une dent, une latérale, par exemple. Ceci dit, les latérales aussi posent des problèmes parce qu'on a en général peu d'espace, donc il faut un implant tout petit. Le cas idéal, je ne sais pas, tu veux venir me voir? Tu veux qu'on le fasse? J'ai compris. Il n'y a pas de cas idéal, il n'y a que des cas auxquels il faut répondre. Tu veux dire quelque chose? Non, écoute. Merci beaucoup. Magnifique. C'est une technique d'expert, évidemment, et qui nécessite évidemment qui a des indications que tu as parfaitement cernées, qui sont très claires. Il faut juste effectivement commencer par un cas, comme toujours, qui te permet de prendre confiance et qui te permet
progressivement d'aller vers des cas un petit peu plus complexes, comme celui que tu nous as montré sur les 2 incives centrales. Écoute Cyril, on a des internautes ce soir qui sont très timides, ou alors… non, c'était très bien présenté. C'était très pédagogique, très didactique. Tout est pédagogique et didactique. Il n'y a rien à poser comme question. Bien que nous pourrions continuer en cas, si ils veulent poser des questions, à tout féliciter, on va arrêter de répondre avec nous. Parce qu'il est déjà presque 20 heures. Voilà, écoute, merci infiniment en tout cas pour cette présentation qui est exactement dans notre format de 45 minutes et qui permet à chacun à la fois de pouvoir profiter de la soirée et de finir la journée de cabinet en ayant encore la conscience encore plus tranquille que leur belle journée de cabinet. Voilà. En tout cas, ce webinaire, pour ceux qui voudraient le revoir, sera en replay dès demain. Hein, sur le dental. En fait, il sera effectivement à la fois pour ceux qui étaient inscrits qui n'ont pas pu le voir en live. Je réitère mes remerciements pour l'organisation du TP Avenir le 19 novembre à la société Bego qui va apporter une très forte contribution à la fois dans les modèles pédagogiques, dans les implants, enfin dans une quantité importante pour qu'on ait un TP de grande qualité, par Henri Schein évidemment qui va nous aider avec toutes ces usineuses et également caméra numérique et NSK qui va nous apporter ces très jolis et très efficaces moteurs en implant. Voilà. Merci à tous. On vous donne rendez-vous le 28 octobre avec Victoria San Salvador qui va vous faire découvrir les clés de la réussite en endodontie. Merci beaucoup Cyril et merci au revoir. À très bientôt. Merci à tous. Merci Cyril. Merci. Merci.